todos. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública para recibir como académico correspondiente extranjero de esta corporación al doctor don Jamal Hosseini Hilali. El señor secretario, en pie, leerá el particular del acta. Decreto 1 de 2020 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico correspondiente extranjero electo de esta corporación al ilustrísimo señor doctor don Jamal Hosseini Hilali. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el 17 de diciembre de 2018, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académico correspondiente electo de esta Real Academia al ilustrísimo señor doctor don Jamal Hosseini Hilali. Para tomar posesión deberá dar lectura a su discurso de ingreso, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se le entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 3 de febrero de 2020. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Miguel Ángel Vives Vallés, académico de número, que efectuará la presentación del nuevo académico correspondiente extranjero, el ilustrísimo señor doctor Jamal Hosseini Hilali. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimas señoras y señores académicos, distinguido público, autoridades, Shagami Jamal, Famil Hosseini, me corresponde en este día la presentación de un ilustre personaje, geográficamente un vecino muy cercano, con muchas raíces comunes, pero de una región del globo, el Magreb, que por diferentes razones, primero por invasores, después por conquistadores y colonizadores, luego por enemigos a batir y expulsar, más tarde por colonizados y finalmente por una lejanía cultural artificialmente creada, ha generado entre nosotros una enorme falla tectónica en los sentimientos como sociedad que no solo nos aleja, sino que induce a mirar con recelo todo aquello que viene del sur, sea lo que sea. Parece que se nos ha olvidado el sentimiento que nos producía a algunos españoles cuando visitábamos la inalcanzable Europa moderna, aquel apelativo indiscriminado por el que nos identificaban los europeos como los africanos del norte, ya que seguramente ustedes recordarán aquella apodíctica sentencia: África empieza en los Pirineos. Las cosas, ciertamente, han cambiado, pero para nuestros vecinos del norte, no se engañen, seguimos siendo los países del sur, poblados por individuos morenos, bajitos, con bigote, amantes de la fiesta y poco dados al esfuerzo intelectual o productivo. Recuerden al inefable holandés, en su momento presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, o más recientemente la denominación de persona de color para nuestro actor Antonio Banderas. En fin, ya sabemos que siempre habrá a mano un estúpido tópico útil para mentes débiles. Es cuestión de paciencia. A estas alturas, alguno de los presentes se preguntará a qué viene semejante panfleto. Y la respuesta es muy simple. El doctor Hosseini Hilali es nuestro primer académico extranjero marroquí en casi 45 años de vida de esta corporación. Y esto, me permito señalar, es difícil de entender, al menos para mí. Afortunadamente, el señor presidente de la sección quinta, doctor Moreno Fernández Caparrós, tiene a gala ser norteafricano de pura cepa, de Tetuán, aunque español, pero algo es algo. Lo cierto es que por nuestra parte, como profesionales de la medicina veterinaria y estudiosos de su historia y cultura, solo nos queda reconocer la vigencia de unas palabras escritas ya en 1930 por el maestro Sanz Egaña acerca de la veterinaria árabe, y quien decía haber encontrado un campo inexplorado,
una inmensa laguna en la historia de la veterinaria, que los españoles, más que nadie, estamos obligados a conocer y después divulgar entre el mundo científico. Y casi 90 años después, la obligada tarea en modo alguno está ni cumplida ni casi iniciada, y sus palabras siguen vivas para desdoro del veterinario que se pretenda culto. Ni mucho menos hemos llegado a analizar y comprender exhaustivamente, como merece, un campo tan amplio de conocimientos que, además, nos afecta tanto como país, en su momento creador y receptor de cultura y conocimientos islámicos a lo largo de más de 8 siglos, bastante más que la influencia romana de la que tan orgullosos nos sentimos. Y ni siquiera la posible atenuante de que tampoco se ha hecho seriamente en el resto del mundo, ya desde León Moulet a finales del siglo XIX, puede servirnos como descargo. Del mismo modo, también debería sonrojarnos el pensamiento legado algo más tarde en sus escritos por el arabista e hispanista Enrico Cerulli, que Vernet nos transfiere de su mano. España, la primera entre las naciones en la defensa de la Europa cristiana durante los 7 siglos de la Reconquista, fue la primera también en acoger y transmitir al occidente europeo lo mucho que en los diarios contactos de paz y de guerra recibía en el campo de la cultura y del arte de aquel mismo mundo oriental al que se oponía en el campo de batalla. Una vez más, las retóricas nacionalistas y nacionalcatólicas, la deriva occidental que tiende a considerar lo islámico como sospechoso, desaconsejable o impropio, y la atracción por lo occidental frente a parte de nuestras raíces seculares islámicas, que siempre estarán presentes, se quiera o no, al parecer han alargado el rechazo a ocuparnos de nuestra propia historia en profundidad, o al menos a no dedicarle la atención necesaria, por más que una buena parte de ella deba referirse al ámbito islámico medieval, con todas sus consecuencias. Sin embargo, no se trata en este acto de restañar viejas heridas, compensar errores o satisfacer reivindicación alguna, sino que se trata únicamente de dar hoy la bienvenida y acoger en el seno de esta Real Academia a una personalidad notable, un reconocido experto en historia de la veterinaria, a quien merecidamente la sección quinta de esta corporación ha indicado como digno receptor de tan señalada distinción y que además nos distingue con su incorporación a esta casa. El profesor doctor Jamal Hossain Hilali es un hombre más joven que yo, lo cual carece de mérito. Nacido en la capital del Reino de Marruecos, aunque originario de la villa de Sale, ciudad de conocidos corsarios. Es profesor de Fisiología en el Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II en Rabat, donde desarrolla su función docente e investigadora a plena dedicación y con el excelente rendimiento que pone de manifiesto su impecable currículum, con el que no deseo extenderme. Sin embargo, es su faceta como historiador de la veterinaria la que merece hoy nuestro reconocimiento, ya que su dedicación a esta rama del conocimiento no suficientemente valorada es, una vez más, una heroicidad. Y lo es, según ese aforismo de Romain Rolland, que tanto me gusta y por ello repito siempre: héroe es aquel que hace lo que puede cuando los demás no lo hacen. Efectivamente, además de hacer su trabajo y hacerlo bien, su heroicidad resiste en dedicar su tiempo libre a estudiar, investigar y dar a conocer mediante sus trabajos esa historia de la veterinaria islámica que también desconocemos. Esfuerzo y dedicación que tradicionalmente en tan poco se valora, a pesar de que supone nada menos que una considerable obra de recuperación y construcción histórica de la que carecemos. Precisamente, gracias a su participación en el Congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en Santander en 2012, pudimos conocerle y departir con él, si bien debo decir que ya era conocido y frecuentado anteriormente por el académico de número doctor Echaniz y también por el doctor Márquez, académico correspondiente extranjero. Y a partir de entonces nos hemos interesado por su sugerente y continuado trabajo, propio de un humanista que lamentablemente solo a partir de 2011 empieza a publicar sus trabajos sobre la obra de Abú Bekr el Nacerí,
en el que es un reputado especialista, a los que siguieron otros que incluyen temas diversos como el caballo en la pintura, un diccionario inglés, francés, árabe de términos de genética, sus propias reflexiones sobre la profesión de veterinario y su historia, un repertorio histórico de trabajos científicos sobre el caballo producidos en Marruecos desde inicios del siglo XX, veterinarios en Marruecos bajo el protectorado francés, por el cual obtuvo el prestigioso premio Alexandre Lyotard de la Academia Veterinaria de Francia en 2016, y finalmente su obra más reciente, la traducción y estudio del texto de Ibn Akhi Izam, todo ello sin desdeñar sus trabajos numerosos de divulgarización sobre historia de la veterinaria, así como la dirección de tesis doctorales con una clara impregnación y orientación histórica. Y, sin olvidar sus ocupaciones académicas, le distingue su dedicación intensa al organismo estatutario veterinario nacional y regional marroquí, su equivalente a nuestra organización colegial veterinaria. En aras de la brevedad, tan solo he nombrado la temática de sus aportaciones, pero les puedo asegurar que no abundan los autores en árabe sobre la historia de la veterinaria medieval islámica, que, como saben, comprenden toda una civilización, y no solo Arabia, sino también Persia, India, Turquía, amplias zonas de Asia Central, norte de África, Al-Ándalus, etc., lo que hace tarea imposible que quienes no dominamos ni el árabe ni los usos sociales islámicos seamos capaces de acercarnos al significado e importancia de la historia de la veterinaria contenidas en obras de Adab, Furusilla o propiamente hipiátricas, o bien referidas a otras especies domésticas. Tan solo contamos con la inestimable ayuda de los siempre bienvenidos trabajos de los estudiosos de la filología árabe, afortunadamente de gran nivel en nuestro país, pero lógicamente no siempre coincidente con nuestros intereses. Por todo ello, además de obrar en justicia por los méritos personales del nuevo académico correspondiente extranjero, profesor Hosseini Hilali, es la Real Academia la que se enriquece al incorporar a un conocido experto en historia de la veterinaria islámica, algo de lo que hasta la fecha carecíamos, y al tiempo le pedimos que en la medida de lo posible aumente y extienda su trabajo sobre la materia, para que nos ayude a tener una visión mejorada sobre la albeitería, sus orígenes, contenidos, vicisitudes e historia, para mejor comprender nuestra propia albeitería hispánica, nuestros orígenes a fin de cuentas. Profesor Dr. Hosseini Hilali, sea usted bienvenido a esta, su casa ahora. Lleve con orgullo por el mundo su bien merecida distinción como académico correspondiente extranjero de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y contribuya con su trabajo al conocimiento y engrandecimiento de nuestra historia común, la de todos los veterinarios. He dicho. Excellences, Monsieur le Président de l'Académie royale des sciences vétérinaires d'Espagne, Excellences, Mesdames et Messieurs les académiciens, illustres autorités chacun en son nom et son titre, chers amis, Mesdames et Messieurs, j'aurais bien voulu m'adresser à votre honorable assemblée en langue espagnole. Ma connaissance de l'espagnol est rudimentaire, mais mon amour pour ce pays est immense. Ça ne sera que partie remise pour le futur et je vous promets que dès ce jour, je vais me mettre au travail pour maîtriser cette charmante langue, ne serait-ce que pour la rendre un petit peu comme mon moyen anglais. Aussi, je vais continuer ma présentation en utilisant une autre langue latine, c'est le français, tout en accompagnant mon discours par des illustrations qui aideront à assimiler le contenu. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma profonde joie et mon émotion
pour m'avoir procuré aujourd'hui une des plus rares joies de ma carrière, à savoir prononcer le discours d'investiture comme membre correspondant étranger au sein de l'Honorable Académie royale des sciences vétérinaires d'Espagne. J'ai nommé la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. C'est une énorme joie qui n'a d'égal que l'estime que je porte à cette institution. Je dois vous avouer une chose. Dans ma vie professionnelle, j'ai rarement lu un discours. Lire un discours demande tout un art et une dose de théâtralité. Je demande donc votre indulgence quant au ton de la voix, la portée des expressions et l'équilibre des silences. Il me vient à l'esprit ce que disait Pasteur lors de sa réception à l'Académie de médecine de Paris. Je cite, « 3 mots sont incompatibles avec la simplicité et la rigueur scientifique, tribune, discours et orateur. » Fin de citation. Comme vous le savez, et comme il vient de le présenter mon confrère Miguel, je suis vétérinaire de formation, enseignant, chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat au Maroc, dans le domaine de la physiologie animale, où mon intérêt s'est porté sur des questions de physiologie d'adaptation, avec comme axe central de recherche l'équilibre hydroélectrolytique et la lactation. Mais à côté de ces préoccupations primaires, comme la plupart des académiciens de la 5e section, et tout au long de ma carrière, j'ai entretenu un jardin où je maintenais ma passion pour l'histoire d'une manière générale et pour celle de la médecine vétérinaire en particulier. Qui pouvait penser un jour que c'est cet intérêt, secondaire par essence, c'est lui qui allait me conduire à cette prestigieuse assemblée. Il y a peut-être une raison à cela. C'est la passion avec laquelle j'ai entretenu cet intérêt pour l'histoire. Je ne comptais ni le temps de recherche dans les bibliothèques, ni les moments de lecture souvent dérobés aux préoccupations professionnelles et familiales. Il me vient une phrase dont j'ai oublié l'auteur. Je cite, « Toute connaissance est vaine s'il n'y a pas de travail, et tout travail est vide s'il n'y a pas amour. La grande histoire est prolifique d'exemples qui montrent que les grands exploits et les grandes œuvres humaines ne peuvent se réaliser sans une parcelle d'amour. » Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui ont rendu ce jour et cet événement possible. Ces confrères et amis font preuve, depuis quelques années déjà, d'une amitié fidèle qui est pour moi un grand réconfort pour l'âme et un vrai repos de l'esprit. Les beaux mots et les belles phrases ne peuvent témoigner du respect et de la gratitude que j'ai envers eux. Je ne dévoilerai pas les noms de peur de perturber l'amitié. Je leur dis tout simplement « Muchas gracias, compañeros ». Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de cette confiance et cette responsabilité. Le sujet que j'ai le plaisir de vous présenter s'intitule « La médecine vétérinaire dans le monde arabo-musulman médiéval » à travers l'œuvre de 3 illustres auteurs. En guise d'introduction, je dirais que la période médiévale, Je dirais que durant la période médiévale, la civilisation arabo-musulmane allait étonner le monde par la rapidité de ses succès et son expansion. Cette civilisation a contribué pleinement au savoir universel par des milliers de livres originaux dans différents domaines de la connaissance. Dans le domaine de la médecine vétérinaire, Al-Baytara, les peuples arabo-musulmans ont traduit au début les chefs-d'œuvre grecs, perses et hindous, mais ils ont aussi laissé de nombreux écrits originaux. Une grande majorité
de ses écrits a été consacré donc au cheval, vu la passion, l'amour et l'intérêt que les Arabes ont manifesté pour ce noble animal qui était utilisé pour l'attraction, le voyage, le divertissement, la chasse et bien sûr la guerre. Léon Moulet, vétérinaire parisien de la fin du XIXe siècle, a publié un mémoire très intéressant sur l'histoire de la médecine vétérinaire. Il a réalisé un travail impressionnant de recensement des manuscrits écrits en langue arabe et consacrés aux animaux, à leur élevage, au diagnostic et traitement des maladies animales. Cet inventaire a été réalisé en se basant sur les catalogues des bibliothèques disponibles à l'époque. Ce travail est assez ancien et mérite certes une actualisation. Nous avons pu en tirer la figure suivante qui représente la répartition par siècle des auteurs arabo-musulmans ayant laissé au moins un manuscrit sur les animaux et leurs maladies, soit en totalité 63 auteurs et à peu près une centaine de manuscrits. Il est intéressant de noter que cette évolution et cette répartition que vous avez sur la figure est similaire au développement civilisationnel de la société arabo-musulmane durant la période dite médiévale, allant de l'apparition de l'islam au 7e siècle jusqu'au 15e siècle. Il serait trop lourd de reprendre tous les auteurs ainsi que les ouvrages cités par Moulet. C'est une tâche colossale qui dépasserait les possibilités limitées d'une seule personne. Aussi, l'objectif de cette étude et de cette présentation est de brosser une vue d'ensemble de la médecine vétérinaire arabo-musulmane durant la période médiévale, Al-Baytara, à travers l'œuvre de 3 illustres auteurs qui appartiennent à des siècles différents de cette période, à savoir le 9e et le 12e et le 14e siècle. Et deuxième caractéristique, ils appartiennent à des aires géographiques différentes du monde arabo-musulman, à savoir l'Irak, l'Égypte et l'Andalousie. Ces auteurs sont par ordre chronologique Ibn Abi Hizam al-Khotali, qui a vécu en Irak sous la dynastie des Abbasides durant le 9e siècle. Le deuxième, vous le connaissez si bien, c'est Ibn al-Awwam de Séville, qui a vécu en Andalousie musulmane durant la période des Almohades au 12e siècle. Et le troisième est Abu Bakr ibn Badr al-Baytar, qui a vécu en Égypte, qui était sous la dynastie des Mamelouks au 14e siècle. Le premier et le troisième auteur étaient des vétérinaires, principalement équins, c'est-à-dire des hippiatres. Ils étaient des hippiatres exceptionnels car ils étaient en charge de la gestion des écuries royales. On peut les considérer comme des écuyers du roi, notion bien connue en Europe. En plus, ces 2 hippiatres, ou baytar, avaient atteint un tel degré de conscience de leur profession et de leur statut social qu'ils ont laissé une trace écrite de leur expérience et leur savoir aux générations futures. Ibn al-Awwam de Séville était plutôt un agronome, mais il a bien inclus dans son ouvrage Le livre de l'agriculture des chapitres sur la médecine vétérinaire. Vu sa connaissance du monde rural et sa grande érudition, nous avons jugé utile de l'inclure dans cette étude, même s'il n'est pas un hippiatre au sens strict du mot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons tout d'abord de donner quelques définitions et informations générales sur la médecine vétérinaire al-Baytara et sur le vétérinaire al-Baytar dans le concept arabo-musulman de la période médiévale. Le Baytar, dans l'étymologie arabe, signifie littéralement vétérinaire. C'est la personne qui s'occupe de la santé des animaux en posant des diagnostics, instaure un traitement et effectue des opérations chirurgicales demandant un certain savoir, art
et habilités comme les opérations de castration, de saignée et de cautérisation. Il y a des célèbres savants arabes qui portent ce nom comme un nom de famille car ils étaient soit des vétérinaires, soit des fils de vétérinaires. Citons à titre d'exemple Ibn al-Baytar, littéralement fils du vétérinaire, botaniste et médecin andalou célèbre du XIIIe siècle, originaire de la ville de Malaga et plus précisément de Ben el-Madina, dont le père Ahmed ibn Abd el-Malik était vétérinaire de métier. La corporation des Baytar est distincte de celle des maréchaux ferrants. En arabe, on les appelle Sammar, dont le rôle primordial est de ferrer les équidés. Mais parfois, le maréchal ferrant peut prodiguer des soins aux équidés, surtout lorsqu'il s'agit d'animaux de très de faible valeur, à savoir les ânes et les mulets. En d'autres termes, comme l'a précisé Clément Brissot dans son Histoire de la médecine vétérinaire, le Baytar est un maréchal particulièrement instruit dans son art par un apprentissage chez un ancien. Il est considéré et souvent honoré. Certains atteignent le renom de maître réputé et affichent une supériorité manifeste dans tout ce qui touche à l'hippologie et à l'épiatrie. Selon Clément Bressot toujours, cette dualité entre maréchal ferrant et épiatre se retrouvait dans tous les pays d'Europe durant la Renaissance et même avant. Ainsi, la France a ses écuyers et ses maréchaux, l'Angleterre a ses marshals et ses ferrers, l'Espagne a ses albaytares et ses ferradores, et l'Italie et les papes à leurs marescalci de divers rangs. Dans les villes et médinas arabes de la période médiévale, les échoppes d'une corporation étaient rassemblées dans un même quartier qui porte généralement le nom de la corporation. Aussi, actuellement, au Maroc par exemple, on trouve dans les villes comme Marrakech, Fès et Salé le souk des Sammarines, ça veut dire tout simplement le marché des maréchaux ferrants. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a point de maréchaux ferrants, c'est plutôt des bazaristes qui occupent les échoppes. Et à Meknès, on trouve le souk des Baytar où les vétérinaires étaient rassemblés. Quelle est l'origine étymologique du mot Baytar dans la langue arabe? En langue arabe, le Baytar vient du verbe batara, ce qui veut dire fendre ou faire des incisions. Peut-être que cela renvoie aux incisions et fentes faites lors des cautérisations ou bien lors des ouvertures des abcès. Celui qui fend ou bien qui fait des incisions peut être dénommé Baytar, Baytari ou Mubayter. La première variante a été largement utilisée. Il y a une fausse idée très répandue chez les confrères vétérinaires de l'Orient musulman qui pensent que le mot Baytar en arabe est passé en Andalousie pour donner al-Baytar, ce qui est d'ailleurs juste, mais malheureusement, ces confrères continuent leur extrapolation en postulant que le mot al-Baytar andalou est passé par la suite en Europe pour donner le mot vétérinaire, en gardant les deux consonnes T et R et en transformé le B par le V. Cette dernière extrapolation est complètement fausse, puisque le mot vétérinaire, comme vous le savez tous, tire son origine du latin veterinarius, voulant dire bête de somme, et a été utilisé la première fois par Columelle, écuyer romain, mais natif de Cadix au 1er siècle après Jésus-Christ. Par la suite, le terme veterinarius a été oublié et remplacé par le terme mulomedicus pour le vétérinaire et mulomedicina pour la médecine vétérinaire. Et le mot vétérinaire ne va réapparaître, du moins en langue française, qu'à la fin du XVIe siècle. En d'autres termes, en Occident, il persiste aussi une autre erreur,
En effet, il y a des confrères occidentaux qui pensent que les Arabes ne connaissaient pas la profession vétérinaire, al-baytara, et que le mot arabe baytar n'est qu'une transformation via l'Andalousie du mot al-baytar qui donna baytar ou baytari. Ce qui est évidemment faux, puisque le verbe batara et le nom baytar, baytari et mobayter se trouvent dans des textes de poésie anté-islamique et post-islamique avant la conquête de l'Andalousie. Les philologues qui proposent que le terme baytar tire son origine du latin veterinarius ou du grec epiatros doivent prendre en considération que le verbe est la base de la morphologie de la langue arabe. Ce verbe est une entité exprimant un sens qui dépend du temps. Il donne naissance à plusieurs schèmes à la suite d'une ou plusieurs transformations morphologiques qui lui sont associées et avec lesquelles il entretient des relations morphologiques, syntaxiques et sémantiques. C'est ce qu'on appelle de la morphologie dérivationnelle. Lorsqu'on trouve, ça c'est une règle générale, lorsqu'on trouve la racine verbale d'un mot dans la langue arabe, il est fort probable que le mot soit d'origine arabe. Lorsque le mot est emprunté à une autre langue, il est emprunté généralement tel quel, sans racine verbale, ce qui n'est pas le cas pour le mot baytar et baytari. Une autre question mérite d'être posée. Quelles sont les voies de formation des baytars? La voie de formation du baytar la plus prépondérante est la voie non académique. C'est-à-dire que le baytar est généralement un fils ou un petit-fils du baytar. Son aïeul ou bien son ancêtre lui a inculqué les bases du métier. Actuellement, au XXIe siècle, il n'est pas rare de trouver dans différentes régions du Maroc des familles qui se transmettent de père en fils l'art traditionnel vétérinaire sur plusieurs générations. Ces artisans vétérinaires, al-baytar, continuent d'exercer dans les souks et dans les régions marginalisées, spécialement pour les équidés de travail, comme le faisaient leurs ancêtres. Le même schéma d'apprentissage familial est retrouvé chez plusieurs médecins et vétérinaires de l'époque médiévale, voire même dans l'Antiquité. Vous savez tous que Hippocrate, le père de la médecine, descendrait d'une illustre lignée ou une illustre famille, les Asclépiades, où les savoirs médicaux se transmettaient de père en fils. La transmission familiale du savoir vétérinaire est connue aussi dans le monde arabo-musulman médiéval, comme nous allons le voir pour Ibn Akhi Hizam al-Khuttali et Abu Bakr ibn Badr al-Baytar. Il a été aussi documenté en Espagne grâce à la disponibilité d'archives familiales et municipales bien conservées. À titre d'exemple, les membres de la famille Pastor, vivant à Albacete depuis 1687 et qui y ont évolué au sein de la profession vétérinaire, d'abord comme maréchaux ferrants, puis comme albaytaris et ensuite comme vétérinaires jusqu'en 1942. Ceci nous amène à poser une autre question. Existe-t-il un enseignement vétérinaire comme pour la médecine humaine dans l'Orient ou bien dans l'Occident arabo-musulman spécifique pour les vétérinaires? Un élément de réponse nous vient du Maroc médiéval de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle. En effet, au sein de l'université Al-Qarawiyyin à Fès, il est connu qu'en plus d'un enseignement littéraire et théologique, il y avait un enseignement centré sur les matières scientifiques comme l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la médecine. Le maître conférencier donnait des licences. En arabe, on appelait ces licences al-ijaza aux disciples qui a assisté avec succès à son cours, ce qui permet aux disciples d'assurer le même enseignement dans un autre lieu
ou bien dans le même lieu après le décès du maître. Le terme ijaza, ou bien licence, veut dire autorisation dans l'acceptation universitaire. En matière médicale, la ijaza, ou bien la licence, est une attestation certifiant le degré de connaissance d'un praticien dans la branche médicale où il a particulièrement fait preuve de compétence. Apparemment, je dis bien apparemment, quelques licences pour la médecine humaine englobaient aussi celle de la médecine vétérinaire. C'est au moins ce qui est consigné dans la première ijaza de la médecine connue jusqu'à nos jours et qui date du début du XIIIe siècle, plus particulièrement de 1207, où le Maroc était sous le règne du quatrième calife Al-Muhad Al-Nasser. Cette licence fut attribuée par l'université Al-Qarawiyyin au médecin Abdallah ibn Salih Al-Kitami, ou bien Al-Kitami, ça veut dire venant du village Kitama, qui vient du Rif. La ijaza mentionne la présence, ce qui est intéressant, c'est que cette ijaza mentionne la présence du juge notaire de l'époque, qui est le juge qui s'appelait Mohammed ibn Abdallah al-Husayni, et 3 témoins célèbres dans l'histoire de la médecine et de la pharmacie en Occident musulman. Ces témoins sont Ibn al-Baytar de Malaga. Le deuxième témoin, c'est An-Nabati de Sivi, qui était d'ailleurs le maître d'Ibn al-Baytar. Et le troisième témoin, c'est Al-Ishbili. Ça veut dire que ce sont des témoins qui ont témoigné de la passation de cette ijaza et que le récipiendaire méritait vraiment cette licence. Le texte de la ijaza qualifie son récipiendaire comme ayant, alors je cite, une grande connaissance de la médecine humaine et vétérinaire et de la thérapie pharmacologique et de leurs fondements. C'est un ingénieur chevronné et observateur attentif. Il est un homme intègre, loyal, dévoué et régulier dans les 5 prières. À notre sens, cette ijaza est un petit peu particulière, car c'est une des rares connues à nos jours qui octroie à son récipiendaire la capacité d'enseigner en même temps la médecine des hommes et celle des animaux. D'autres ijaza postérieurs mentionnent, en plus des gens de l'art, ou bien du témoignage des gens de l'art, ça veut dire les médecins, les lettrés de la cité, les juges, les théologiens, le témoignage des nobles commerçants de la ville. La raison est simple. Ce sont les commerçants qui peuvent témoigner de la probité et de la solvabilité du récipiendaire dans les affaires liées à l'argent. Venons maintenant au vif du sujet et commençons par Ibn Akhi Hizam al-Khuttali, qui a écrit un des plus anciens livres sur le cheval et sa médecine de la civilisation arabo-musulmane. L'auteur est né à Bagdad vers 825, où il meurt vers la fin du 9e siècle. Et il descend d'une famille d'hypiâtres. Son oncle, Hizam ibn Ghalib, était maître des écuries du calife al-Mu'tasim, et son père, Ya'qub al-Khuttali, était le vétérinaire, c'est-à-dire le baytar du calife al-Mutawakkil. Des sources affirment qu'Ibn Akhi Hizam fut maître d'équitation et gestionnaire des écuries royales du calife abbasside al-Mu'tadid, ce qui est le plus probable à notre sens et qui est le plus logique aussi, alors que d'autres sources affirment qu'il l'était pour les écuries du calife précédent, ça veut dire al-Mutawakkil, ce qui est, à notre avis, peu probable. Cette confusion provient fort probablement de la similitude entre le père et le fils qui avaient le même patronyme. Il faut rappeler que la dynastie abbasside a débuté en 750 après la chute de la dynastie des Omeyyades
dont un des survivants, Abd-ar-Rahman Ier, formera l'émirat de Cordoue en Andalousie. Les Abbassides régneront sur une grande partie du Moyen-Orient jusqu'à 1258, où leur capitale, Bagdad, sera envahie par les troupes mongoles venant de l'Asie centrale. Le 9e siècle, c'est un siècle très important pour la dynastie des Abbassides parce qu'il correspond à l'apogée de cette dynastie où Bagdad était la métropole où il fallait être, avec une prospère activité économique, scientifique et culturelle. L'auteur Ibn Akhi Hizam al-Khuttali a puisé son savoir dans sa propre expérience professionnelle, celle de son père bien sûr, et celle du livre des chevaux d'Abu Abdallah Ma'ammar ibn al-Mutanna al-Tamimi. Il a aussi utilisé tout ce qui est disponible sur le cheval dans le dogme islamique, ça veut dire le Saint-Coran et les hadiths du prophète, et dans le fleuron de la poésie arabe, sans oublier bien sûr d'autres registres culturels et cognitifs, à savoir des registres grecs, indo-persans, kurdes, romains et byzantins. Son ouvrage, qui porte plusieurs titres, est le plus connu sous le nom du titre Al-Khayl wal-Baytara, cela veut dire chevaux et épiatrie. Et il est considéré comme une œuvre majeure de l'épiatrie arabo-musulmane. En effet, il a été utilisé comme source documentaire de référence par la majorité des auteurs ayant écrit sur le cheval et sa médecine, comme par exemple Abu Bakr ibn Badr al-Baytar et Ibn al-Awwam, qui cite d'ailleurs, cet auteur cite à maintes reprises Ibn Akhi Hizam et s'en inspire largement. Nous allons voir ceci d'une façon détaillée chez Ibn al-Awwam. Cependant, considérant l'importance fondatrice de l'ouvrage d'Ibn Akhi Hizam, il a été traduit en langue allemande en 2009 par le professeur Martin Heide de l'université de Marbourg en Allemagne. De même, en 2018, l'association du Salon du Cheval d'El Jadida au Maroc a pris le pari de réaliser une traduction de l'ouvrage d'Ibn Akhi Hizam pour le rapprocher des lecteurs étrangers, principalement francophones, mais aussi des lecteurs arabophones, car sa langue arabe est ancienne, très littéraire et difficile d'assimilation, même pour le lecteur arabophone contemporain. J'ai eu l'honneur de participer à cette traduction avec un collègue médiéviste et fin connaisseur de la langue arabe et de ses rouages, El-Qasri Abdelkrim. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur l'édition critique du corpus arabe réalisé par Lamdabbar en 2017, qui est parvenu à produire un texte proche de la copie mère originale en se basant sur 3 manuscrits, à savoir le premier manuscrit, il est conservé dans la bibliothèque royale de Rabat sous le numéro 61001. Il est complet et transcrit en calligraphie marocaine recourbée et comporte 95 feuilles de 23 lignes chacune. La copie a été transcrite un peu tardivement en 1836. Le deuxième manuscrit, il est conservé à la bibliothèque Al-Assad à Damas. Il porte le numéro 71. La copie a été transcrite avec une calligraphie orientale, ottoman, en 1597 et comporte 124 feuilles de 19 lignes chacune. La troisième copie, elle est la plus intéressante. Elle est conservée à la bibliothèque Chester Beatty à Dublin. Il porte le numéro 3073. Il a été transcrit en 1388 par un copiste inconnu et il comporte 107 feuilles de 19 lignes chacune. Et bien sûr, ce manuscrit ou bien cette copie, elle est la plus intéressante car plus la date de copie est proche de la date originale, plus la copie est intéressante.
donnant un aperçu du contenu de l'ouvrage d'Ibn Akhi Hizam. Celui-ci est structuré en 3 grandes parties qu'il appelle, d'ailleurs le Tol, il les appelle des livres, ça veut dire des kitab. Le livre 1, il comporte, c'est le plus important, il constitue 50% de la totalité avec une longue introduction, un long prologue d'une centaine de pages. Il est dédié à l'importance de l'obligation de l'élevage du cheval selon les recommandations du Saint-Coran. Ce prologue contient aussi des extraits marquants de la poésie arabe anté-islamique et post-islamique consacrée au cheval et à sa beauté. Par conséquent, ce livre premier est plutôt consacré à la littérature du cheval, aux arts équestres et à la connaissance de la morphologie du cheval. C'est ce qu'on peut inclure sous le nom général de l'hippologie. Le deuxième livre, livre 2, il constitue 16% de la totalité. Il est consacré aux vices, aux tares et maladies. La matière médicale, les symptômes et les diagnostics des maladies est largement présente et décrite avec précision. Le dernier livre, le troisième livre, il constitue le 34% de la totalité. Il est consacré plutôt aux remèdes et traitements. Il s'agit d'un traité sur la thérapeutique vétérinaire qui est bien sûr basé sur l'utilisation des plantes, de la cautérisation et de la saignée. En termes de connaissances, le livre d'Ibn Akhi Hizam peut être à la limite dépassé par l'inévitable évolution des sciences pour que ne subsistent au final que les valeurs éthiques et universelles vis-à-vis du cheval, principalement l'amour, l'admiration, la douceur, l'amabilité, le bien-être du cheval, l'éthique du vétérinaire, etc. L'ouvrage d'Ibn Akhi Hizam se caractérise par son oralité, observée par les redondances et les répétitions. Du point de vue médical, l'approche nosologique de l'auteur n'est pas très élaborée, il est très rudimentaire. Les maladies du cheval ne sont pas classées ni par organe ni par région topographique. On est au début de la médecine vétérinaire arabo-musulmane naissante. Cependant, quelques passages de la description des maladies et des procédures de traitement peuvent nous étonner car ils égalent par leur clarté et leur justesse les connaissances contemporaines. Je donnerai quelques extraits. Par exemple, le premier extrait à propos du cheval coursier et de sa mise en forme. Ibn Akhi Hizam note, je cite, « Il faut que tu saches également que ce qui angoisse le cheval et l'empêche de courir, c'est la léthargie et la graisse, et que celles-ci font et s'évacuent par le trot et le galop jusqu'à ce que la sueur apparaisse dans les couvertures et les caparaçons. Mais sois persuadé qu'un galop, pour le faire suer, doit s'effectuer par la douceur et le trot doit être progressif et reposant. Si on parvient à le faire suer, c'est l'idéal pour le faire maigrir et pour que ses muscles se raffermissent et que son ventre s'effile et s'élève. » Fin de citation. À propos du caractère contagieux de la gale chez le cheval, Ibn Akhi Hizam écrit, je cite, « En outre, la maladie est contagieuse. Il faut par conséquent en préserver le cheptel en évitant tout contact et en empêchant les autres équidés de se vautrer à quelques endroits où l'animal malade se serait vautré, ni utiliser ses couvertures, ni sa bride ou sa selle. » Fin de citation. Concernant le traitement du prolapsus utérin chez la jument, Ibn Akhi Hizam rapporte, je cite, « Il faut tout d'abord mettre sur le dos liquidé tout en gardant la tête relevée, puis on asperge la tête avec de l'eau chaude pendant longtemps. On enlève par une aiguille très fine et on retire les ulcérations, puis on prend de l'huile
du vin fort et des écorces de grenade pilées. On cuit l'ensemble et on verse sur l'utérus pendant que la solution est chaude pour qu'on puisse pousser doucement et petit à petit l'utérus pour le réduire et le rendre à sa position initiale. On coud les contours de la vulve en laissant un petit espace par où passent les urines. Prends enfin des feuilles de laurier commun que tu brûles et que tu mélanges avec du vin très fort pour le verser sur l'endroit cousu pendant 12 jours du suite. J'ouvre ici une parenthèse. En médecine vétérinaire, le vétérinaire utilise et il recommande l'utilisation du vin parce que c'est pour les animaux et non pas pour les humains. Je ferme la parenthèse. Pour quelques pathologies des tendons des membres, Ibn Akhi Hizam recommande justement l'hydrothérapie en faisant marcher le cheval sur une eau peu profonde, de telle sorte à ce que la partie enflammée soit immergée dans de l'eau. Le deuxième auteur qui nous intéresse dans cette étude est Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad ibn Ahmed ibn al-Awwam, mieux connu comme Ibn al-Awwam al-Ishbili, ça veut dire de Séville, qui a écrit sa magistrale œuvre, le livre de l'agriculture, Kitab al-Filaha, probablement vers la fin du XIIe siècle. Il est le seul agronome mentionné par le grand historien Ibn Khaldoun. Il est aussi noté par l'encyclopédiste Al-Qalqashandi vers le début du XVe siècle. Dans son ouvrage, Ibn al-Awwam donne la preuve textuelle qu'il a personnellement cultivé la terre, a connu la vie rurale et a effectué des expériences agronomiques réussies dans la région d'Al-Jarefe, à l'ouest de Séville. Il semble probable qu'il a consacré sa vie uniquement à des activités agricoles. Ceci est presque tout ce que nous savons sur l'homme. Rappelons qu'Ibn al-Awwam est contemporain de la dynastie des Almohades qui a été fondée vers 1120 à Tinmel par Mohammed ibn Tomart, aidé par les tribus berbères du Haut Atlas marocain. Ibn Tomart prônait une réforme morale puritaine et s'est soulevé contre les Almoravides au pouvoir à Marrakech. L'empire des Almohades a atteint son apogée à la fin du XIIe siècle. Son déclin va être amorcé le 16 juillet 1212 par la défaite lors de la bataille de Las Navas de Tolosa. Le livre de l'agriculture d'Ibn al-Awwam reste le plus célèbre livre d'agriculture de l'Andalousie médiévale comparé au traité d'Abul Khair d'Ibn Hajjaj de Séville et Ibn Bassal. Il a été traduit en langue turque en 1650 et il fut le premier manuscrit agricole arabe de la période médiévale à être traduit dans une langue occidentale, d'abord en langue espagnole par le père José Antonio Bencri en 1802, puis en langue française par Clément Mullet de la période allant de 1864 à 1867. Il a donc été pendant longtemps la seule source de référence sur l'agriculture andalouse médiévale. Le traité d'Ibn al-Awwam a été écrit en 2 tomes, Sifran en arabe, et comprend 34 chapitres, abwab, dont la majeure partie, ça veut dire du chapitre 1 à 30, est consacrée aux plantes et à la production végétale. Cependant, la dernière partie est consacrée à l'élevage avec des chapitres sur les ruminants, c'est le chapitre 31, le dromadaire et les équidés de trait, c'est le chapitre 32, un chapitre consacré à la basse-cour et les abeilles, c'est le chapitre 34, et le chapitre 33 est consacré exclusivement à la médecine et chirurgie équine. Un chapitre 35 était prévu, mais aucune trace n'en a survécu. Le chapitre 33 du livre d'Ibn al-Awwam a été donc consacré exclusivement à la médecine et chirurgie vétérinaire, équine,
où l'auteur décrit les différentes pathologies du cheval en exposant les symptômes et les traitements. Ici, il faut remarquer que l'approche nosologique adoptée est organique ou bien topographique, en commençant d'avant en arrière. Ça veut dire qu'il a commencé par l'œil, la bouche, le thorax, l'abdomen, l'appareil génital, et puis l'anus et la queue. L'intitulé des articles donne une idée globale sur le chapitre 33. L'article 1, il est consacré à l'ophtalmologie, donc tout ce qui est en relation avec l'œil, où il décrit 19 maladies. Le deuxième article, il est consacré aux naseaux, à la bouche et aux dents, avec 12 maladies. L'article 3, il est consacré à la tête, aux oreilles et à l'encolure, avec 13 maladies. Le chapitre 4, l'article 4, il est consacré au thorax et à l'abdomen, ça veut dire le poumon, le cœur, le tube digestif, la vessie et l'appareil génital. C'est une partie assez volumineuse avec 17 maladies. Les coliques, bien sûr, du cheval sont inclus dans cette partie-là. L'article 5, il est consacré à la pathologie du pied. C'est une partie assez volumineuse avec 29 maladies. Ceci confirme l'importance de la pathologie du pied chez le cheval, comme vulgarisé bien sûr par l'adage bien connu, pas de pied, pas de cheval. L'article 6, il est consacré au laxatif. Il est très court parce que la partie traitement des laxatifs a été incluse dans l'article 5. L'article 7, il est aussi réservé à une partie des lavements purgatifs. Il est aussi donc très court. L'article 8, il est consacré à l'anatomie donc topographique du cheval et aussi au harnachement. L'article 9, il est consacré à une partie très importante de l'anatomie, c'est la description des veines superficielles qui sont utilisées bien sûr dans la saignée. Et l'article 10, il est consacré à la saignée, à ses indications, ses méthodes, ses contre-indications. Il s'agit d'un chapitre, bien d'un article très important, puisque l'exécution de la saignée était considérée comme une compétence de base et importante et sine qua non pour être un bon vétérinaire. Et l'article 11, il est consacré à l'équitation et au maniement des armes. Et l'auteur Ibn Awam, par son honnêteté scientifique, il dit que cet article, il a été pris, d'une grande partie a été prise du livre d'Ibn Arbi, Hizam al-Khuttali, et l'article 12, il est consacré aux recommandations d'après bien sûr le livre d'Ibn al-Hajjaj. À notre avis, le point fort du traité d'Ibn al-Awam est sa méthode dans l'écriture qui se caractérise par sa précision et sa description des méthodes et des résultats et surtout sa citation des sources écrites. On est loin de la redondance et de l'oralité d'Ibn Akhi Hizam. D'après Glick, Ibn al-Awam avait inclus dans son traité 1900 citations basées sur 112 auteurs. Ces citations se répartissent en 3 grands groupes d'importance presque égale, à savoir un tiers pour chaque groupe, à savoir des sources byzantines, abbassides et andalous. Si dans la partie végétale, l'auteur s'est basé sur des sources écrites et sur son expérience personnelle, riche dans le domaine de l'agronomie et de l'horticulture, en revanche, dans le domaine vétérinaire, il s'est basé en majorité sur les sources livresques. Comme mentionné auparavant, la citation des références est très rigoureuse chez Ibn al-Awam et peut être considérée, à notre avis, comme moderne par rapport au contexte médiéval. Malheureusement, cette démarche n'a pas eu la vie longue car plusieurs auteurs arabo-musulmans à partir du XVe siècle ont commencé à ne plus et à ne pas citer leurs sources bibliographiques, conduisant souvent à une sorte de plagiat dissimulé et par conséquent à une régression de la qualité du contenu.
nous avons appliqué une approche bibliométrique, comme résumé dans le tableau suivant, en dénombrant les auteurs cités dans le chapitre 33 relatif à la médecine et la chirurgie équine. Le nombre total des citations chez Ibn al-Awwam dans le chapitre 33 est de 194, dont 3 sortent du lot et qui sont indiquées en rouge dans le tableau. Et ils constituent en totalité 84% du total. Les 3 sources majeures sont donc Ibn Abi Hizam, mais au fait c'est Ibn Akhi Hizam, qui comporte plus de la moitié des citations, Moussa ibn Nasr avec 39 citations, soit 20% des citations, et Hippocrate le vétérinaire avec 17 citations, soit 9% des citations. L'expérience personnelle d'Ibn al-Awwam dans la médecine des chevaux n'est indiquée que dans 5 cas, soit 3% des citations. Ceci est tout à fait prévisible et normal, car Ibn al-Awwam a excellé plutôt dans les essais agronomiques et dans sa connaissance du monde végétal. Le dernier auteur que nous allons exposer est plus tardif que les 2 premiers. Il a vécu au début du XIVe siècle en Égypte, qui était sous la domination des Mamelouks. L'origine des Mamelouks est un peu particulière. En effet, les premiers Mamelouks formaient au IXe siècle la garde des califes abbassides à Bagdad. Ils sont recrutés parmi les captifs non musulmans en provenance du Caucase et d'Europe orientale. Durant l'enfance, le futur Mamelouk est élevé loin de son pays d'origine et reçoit une éducation religieuse musulmane et une formation militaire basée principalement sur le concept de la Forossiya, qui est, en plus de l'esprit chevaleresque, du courage, de la loyauté et de la dignité, comprend l'équitation, le maniement des armes, la connaissance du cheval, c'est-à-dire l'hippologie, et de sa médecine, ça veut dire l'épiatrie. La dynastie des Mamelouks comprend 49 sultans et a régné dans le Proche-Orient de 1250 jusqu'à la prise du pouvoir par les Ottomans sous le règne du sultan Selim Ier en 1517. L'auteur qui nous intéresse dans cette étude est Abu Bakr ibn Badr ad-Din al-Baytar et non Ibn al-Baytar comme il est écrit dans pas mal d'ouvrages, qui est mort en 1343. Il était le vétérinaire attitré des écuries du sultan mamelouk d'Égypte, Mohammed al-Nasr Saif al-Din ibn Kalaoun. Son père, Badr ad-Din, était aussi vétérinaire. L'ouvrage fut écrit à la demande du sultan et lui a été dédié par l'auteur. C'est pour cette raison que le livre d'Ibn Badr, Abu Bakr ibn Badr al-Baytar est connu sous le nom du Nasri. Le règne des Nasr dura 44 ans et l'ouvrage d'Abu Bakr en est une sorte d'émanation et témoigne de la richesse de la vie culturelle et scientifique d'alors en Égypte. En effet, les années du règne des Nasr, malgré les agitations et les guerres, furent une époque brillante. Ce sultan s'occupait de toutes les formes des sciences et invitait à sa cour des philosophes, des médecins et des scientifiques de toutes disciplines. Abu Bakr termina son manuscrit en 1333. Le manuscrit original, écrit de la main de l'auteur, existerait, je dis bien existerait, ça veut dire au conditionnel, dans la bibliothèque Ahmed III à Istanbul, en Turquie. Mais malheureusement, aucun chercheur contemporain n'a pu avoir accès à cette copie pour l'étudier. Personnellement, j'avais essayé par divers moyens, et à travers des amitiés, entre 2014 et 2017, mais sans résultat. Ma conviction personnelle, jusqu'à preuve du contraire, est que l'existence de cette copie originelle, ça veut dire écrite par la main de Abu Bakr, est une sorte de légende ravivée pour des raisons obscures.
Des copies du livre d'Abou Bakr sont conservées dans les bibliothèques orientales d'Istanbul, Le Caire, la Mecque, Bagdad et Alexandrie, et occidentales, notamment celles de Paris, Vienne, Londres et Berlin. Il est utile de rappeler qu'une copie sera considérée la plus fidèle au texte originel lorsque sa date de copie va s'approcher bien sûr de 1333, qui correspond à la date où Abou Bakr termina son ouvrage. Le titre donné par l'auteur de son ouvrage original est Kashif Hamm al-Wayl fi Ma'rifati Amrad al-Khayl. Ce titre est mentionné dans le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris, daté de 1471, et aussi dans la copie du Caire, datée de 1459. Les traducteurs français, voulant garder la rime du titre arabe, ont proposé deux versions. La première est le découvreur de l'importance des mots relativement à la connaissance des maladies du cheveu, ce qui est à notre opinion une belle traduction, rassemblant rime et sens. La deuxième version du titre chez les traducteurs est le mal mis à découvert, traité des maladies des chevaux. Mais pour des raisons obscures, le titre originel va être abandonné par les copistes. Il va être remplacé par un autre titre, Kamilu as-Sana'atayn fi al-Baytara wa az-Zartaqa, ce qui veut dire la perfection des deux arts, épiatrie et épologie. Or, ce titre n'est qu'une variante, je dis bien une variante, du livre d'Ibn Akhi Hizam al-Khuttali. Cela s'explique par les larges emprunts retrouvés dans le traité d'Abou Bakr, qui cite d'ailleurs le livre d'Ibn Akhi Hizam comme source bibliographique. Le Naséré est le premier livre de médecine vétérinaire arabo-musulmane à être traduit en langue occidentale et en français plus particulièrement. Le premier qui va s'atteler à cette difficile tâche durant la deuxième moitié du XIXe siècle est le docteur Nicolas Perron, qui est un médecin humain qui était alors directeur de l'école de médecine du Caire en Égypte. La traduction de Perron a été publiée à la demande du ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce français en 3 volumes, respectivement en 1852, 59 et 60, à la maison d'édition Veuf Bouchard Hussard à Paris. La traduction de Perron a permis au monde occidental francophone en particulier de connaître et d'apprécier l'ouvrage d'Abou Bakr. Cependant, cette traduction présentait plusieurs anomalies. Ce n'est pas une traduction littérale et fidèle de l'ouvrage originel. Le traducteur ajouta à maintes reprises des commentaires personnels et la 10e exposition relative au ferrage des chevaux a été omise. La traduction de Perron, malgré ses imperfections, a perduré pendant plus d'un siècle. En 1991, le docteur Abdelrahman Daqqaq, vétérinaire libanais, lauréat de l'école d'Alfort, a publié une nouvelle traduction et étude critique de l'ouvrage d'Abou Bakr en se basant et en comparant plusieurs copies. Son travail a été publié en 2 tomes, respectivement en 1991 et 1996. Le premier tome est consacré aux 4 premières expositions et le deuxième tome, il a été consacré aux 6 dernières. Le travail accompli par Abdelrahman Daqqaq est très impressionnant et intéressant car il a annoté de commentaires et explications linguistiques et techniques permettant de mieux comprendre l'esprit de l'ouvrage originel. En 2004, le docteur Mohamed Mehdi Hakimi, alors étudiant en fin de cursus vétérinaire à l'école vétérinaire d'Alfort à Paris, a choisi pour son sujet de thèse de doctorat vétérinaire la traduction en français de l'ouvrage d'Abou Bakr en ignorant l'existence de la traduction de Daqqaq le Libanais. Ce travail a été encadré par le professeur Christophe de Gers, vétérinaire, professeur d'anatomie et actuel directeur de l'école vétérinaire d'Alfort.
La thèse a été publiée en totalité en 2006 chez la maison d'édition Errance à Paris. Sa traduction rassemblant les efforts d'un vétérinaire de langue maternelle arabe et d'un professeur d'anatomie et de l'histoire de la médecine vétérinaire est très agréable à lire et permet de restituer pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue arabe les différentes facettes de l'ouvrage originel. À titre de regard critique et d'évaluation du Nasseri, les deux traducteurs, à savoir le docteur Mohamed Mehdi Hakimi et le professeur Christophe de Gers, n'hésitent pas à conclure, je cite, « Il est en particulier saisissant de constater la subtilité de certains diagnostics, et quoiqu'il soit trop longtemps d'énumérer tout ce que le texte contient de distinctions sémiologiques clairvoyantes, tout montre à quel point ce traité, c'est-à-dire celui d'Abou Bakr, est supérieur à ceux qui furent rédigés en Occident à la même époque, notamment les œuvres majeures que furent les traités de Jordanus Rufus en 1250 et Lorenzo Riccio en 1340. Les contemporains européens d'Abou Bakr s'en tenaient pratiquement aux soins portés à l'extérieur de l'animal et ils abordaient fort peu les maladies internes. Fin de citation. Abou Bakr a organisé son ouvrage en 10 expositions, maqalat en arabe. Chaque exposition est subdivisée en chapitres, abwab. Les 4 premières expositions sont consacrées à l'hippologie ou à Zartaqa chez les Arabes. Il englobe la connaissance du cheval, son extérieur, son élevage et surtout son dressage. La notion médicale est presque absente dans Az-Zartaqa. Les 5 autres expositions traitent de l'hypiatrie aux médecines vétérinaires équines ou al-baytara chez les Arabes. Il englobe certes des notions générales sur le cheval, à savoir la connaissance de l'extérieur, des robes, des vices de comportement, mais l'aspect médical et l'aspect chirurgical est prépondérant dans Al-Baytara. La 10e et dernière exposition du livre An-Nasseri est consacrée donc au ferrage des équidés, c'est-à-dire tout simplement la maréchalerie actuelle. Il serait laborieux de décrire en détail tout le livre d'Abou Bakr. On se limitera à 2 exemples distants pour donner une idée sur la consistance de cet ouvrage. Le premier est relatif au code d'éthique et de déontologie du vétérinaire. Et le deuxième est la conduite de la reproduction chez le cheval. À propos de la déontologie du vétérinaire, Abou Bakr traite cette question dans l'exposé 6, chapitre 2. Il brosse les principales qualités personnelles, comportementales, morales et techniques que doit avoir un vétérinaire, comme le fait actuellement le One Day Skills élaboré par différents organismes vétérinaires. Il est facile de remarquer qu'Abou Bakr commence par le respect dû à l'enseignant et au formateur. Il passe ensuite à une question religieuse, ça veut dire les prières, qui est tout à fait compréhensible dans le contexte de l'époque. Enfin, il insiste sur l'honnêteté, la probité du vétérinaire avant de nous livrer à la fin, ça veut dire dans le point 6, 7 et 8, une sorte de référentiel technique de compétences qu'un vétérinaire arabo-musulman, ça veut dire al-baytar, doit absolument avoir. Concernant la conduite de la reproduction, cette question est traitée par Abou Bakr dans l'exposé 1, chapitre 5. Les principaux points discutés par Abou Bakr dans ce chapitre sont résumés comme suit. D'abord, il insiste sur le bon choix du géniteur. Il préconise d'avoir un étalon pour 10 juments ou bien plus. Il préconise aussi que la saison de monte doit être
au début du printemps pour que les naissances soient au printemps prochain. Et donc, ça va être facile pour la production laitière et la croissance donc, du poulain. Et que, le quatrième point, que la saillie doit être réalisée très tôt le matin. Et bien sûr, il indique qu'on doit présenter la jument à nouveau à l'étalon 20 jours après. Abou Bakr recommande donc que la saillie doit être faite le matin. La même recommandation est faite par Garceau en 1735, 400 ans plus tard, dans son livre Le nouveau parfait maréchal. En effet, Garceau dit à propos du choix du moment de la saillie dans la journée, je cite, « Comme cet animal, ça veut dire le cheval, dissipe beaucoup d'esprit et se fatigue dans cette opération, il faut pour la faire prendre le temps le plus frais de la journée, qui est le matin, et dans les jours chauds, le plus matin qu'on peut est le meilleur. » Fin de citation. Ce comportement est observé naturellement chez les chevaux en liberté, où il y a une sorte de planification de l'activité quotidienne. L'étalon préfère s'acquitter de la tâche de reproduction le matin pour s'adonner à d'autres tâches pendant la journée, alimentation, gardiennage et défense du troupeau. À la fin, Abou Bakr recommande de présenter la jument 20 jours après la saillie naturelle, ce qui correspond au cycle œstral chez la jument après une saillie non fécondante, 21 jours ou bien 20 jours. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'étude de l'histoire de la médecine vétérinaire en général permet d'élucider l'évolution d'une profession millénaire. L'apport de la civilisation arabo-islamique dans ce domaine peut être apprécié par l'étude, la critique et la traduction des manuscrits originaux non encore donc étudiés et sont conservés dans des bibliothèques. Les exemples abordés lors de cette étude montrent qu'il y a encore et toujours matière à rechercher et à parfaire. La traduction en d'autres langues vivantes, comme l'espagnol et la langue anglaise, serait plus qu'appréciable pour faire connaître les œuvres du passé pour les générations futures. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pardon. Voulez-vous lire ces documents? Je dois lire. Toma de possession. Yo, Jamal Hosseini Hilali, doctorat d'État et sciences agronomiques, PhD, option biologie appliquée, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc, et l'Université suédoise des sciences agricoles, Uppsala. Hoyo o prometo acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en virtud de mi nombramiento como académica correspondiente extranjera, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general, el documento de la toma de posesión. Madrid, el 3 de febrero de 2020. El académico correspondiente extranjero, Jamal Hosseini Hilali. El presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Secretario general, Salvio Jiménez Pérez. Merci.
En nombre de Su Majestad el Rey de España, le impongo la medalla que le corresponde y quedará escrito en la sección de Historia de la Veteranía. Merci. Et au nom de... je vous donne également les diplômes qui accréditent la condition d'académicien correspondant étranger. Mes félicitations. Muy bien, pues antes de levantar la sesión quisiera agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo quisiera dar las gracias a Abderrahmane Talaoui, que es ministro plenipotenciario y encargado del Departamento de Economía de la Embajada de Marruecos en España. Nada más, se levanta la sesión y muchas gracias a todos.